pourquoi est-ce qu'on parle d'impunité des multinationales et pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait normal de les laisser faire. Je vais commencer, parce que j'ai une déformation de prof, je vais commencer par une définition d'abord, puisque une entreprise multinationale, on ne sait pas forcément toujours donner une définition. Donc l'entreprise multinationale, c'est pas une grosse entreprise, ou c'est pas la taille qui va déterminer, mais c'est dire le fait qu'elle a au moins une filiale dans un autre pays que son pays d'origine. Donc c'est une entreprise, c'est pas qu'une entreprise exportatrice, c'est une entreprise qui va pas seulement exporter, qui va en plus avoir une unité de production dans un autre pays. Et on va voir que c'est assez fondamental de comprendre ça, puisque du coup, une bonne partie de ce qu'on va dire porte sur la régulation de leurs filiales, alors que juridiquement, elles ne sont pas toujours facilement reliables. Le point de départ de notre campagne, c'est qu'aujourd'hui, les multinationales ont acquis un pouvoir absolument disproportionné et qui devient dangereux. Souvent, elles ont des poids financiers plus importants que certains États. Et puis, comme je vais le montrer ici, elles exploitent les travailleurs, elles détruisent les ressources naturelles. Elles font également tout pour nous vendre des produits dont on n'a pas forcément besoin et qui entraînent un niveau de contrôle sur nos vies qui devient dramatique. Je pense notamment au cas des GAFAM, sur lequel on pourra revenir. On va également parler ici de traité de libre-échange, et c'est vrai qu'elles sont les grandes gagnantes du libre-échange, qui leur permet de mettre en concurrence les États, et qui leur permet ainsi de peser sur les normes à la fois sociales, fiscales et écologiques. On va essayer d'expliquer ça aujourd'hui. Ce que je vais montrer dans un premier temps, c'est qu'aujourd'hui, les multinationales jouissent d'une impunité, une triple impunité sur le plan fiscal, sur le plan environnemental et sur le plan social. Et donc, si on se mobilise ensemble dans cette campagne, c'est parce qu'on pense que cette impunité, elle a assez duré, qu'elle n'est pas une fatalité, qu'il est urgent d'y mettre un terme. Mais en même temps, on est bien conscient qu'il n'y aura aucun changement profond s'il n'y a pas un bouleversement du rapport de force, parce qu'aujourd'hui, le rapport de force est extrêmement favorable aux multinationales. Et donc, c'est pour ça qu'on va finir cette conférence en expliquant les mobilisations qui sont prévues dans le cadre d'une semaine mondiale d'action qui aura lieu dans une semaine maintenant, du 11 au 19 octobre. Alors, je commence d'abord par l'impunité fiscale des multinationales. Dans Attaque, c'est un des combats un des combats centraux d'Attaque, de dénoncer l'évasion fiscale des multinationales. J'ai expliqué tout à l'heure qu'une multinationale, elle a des filiales, enfin au moins une filiale. En général, les multinationales dont on va parler, elles en ont un grand nombre. Et du coup, il faut comprendre qu'avec ces filiales, quand elles vont choisir l'endroit où elles vont localiser leurs filiales, elles vont mettre en concurrence les territoires pour choisir au mieux de leur intérêt, à la fois où est-ce qu'elles vont localiser leur établissement, mais aussi comment avoir des approvisionnements, où localiser leur approvisionnement, leur financement, leur circuit de commercialisation, leur recrutement, voire pourquoi pas leur débouché. Et donc, quand elles vont regarder comme ça où s'installer, elles vont notamment comparer les différentes législations fiscales. Et du coup, on se retrouve avec des multinationales qui ont tout un arsenal de techniques, alors légal ou illégal. Quand on parle d'évasion fiscale, on est à la frontière de la légalité, mais ça peut être de la fraude fiscale qui est totalement illégale, ou ça peut être des procédés plus ou moins légaux, comme Macron dit l'optimisation fiscale. Mais dans tous les cas, ce sont des techniques qui vont leur permettre d'échapper à l'impôt. Il y a un chercheur à l'Université de Londres qui s'appelle Richard Murphy qui a calculé, alors ça date de ce début d'année, qui a fait une estimation qui remonte à 2015 et qui estime qu'en 2015, le total de la fraude et de l'évasion fiscal, donc tout ce qui est légal et illégal, toutes ces manières d'échapper à l'impôt, représenterait au niveau de l'Union européenne 700 à 900 milliards d'euros de manque à gagner pour les États. Et rien que pour la France, ça se chiffrerait à 118 milliards d'euros. Nous, en général, on prend le chiffre qu'utilise Solidaires Finances Publiques, qui jusqu'à pas longtemps disait 60 à 80 milliards. Et dernièrement, ils ont révisé en disant c'est plutôt 80 à 100 milliards. Et là, on a une estimation qui montrait carrément à 118 milliards. Alors, je précise tout de suite, certains nous accusent, Dominique Seux, par exemple, que certains écoutent tous les matins, nous accusent d'exagérer et voilà. On dit que s'il n'y aurait pas d'évasion fiscale, ça réglerait des problèmes, mais qu'en fait, ces sommes sont exagérées. En fait, on pense qu'elles sont plutôt sous-estimées, ces sommes, puisque par définition, c'est difficilement mesurable. Pour donner un ordre de comparaison, parce que vous n'avez pas forcément 118 milliards sur votre compte en banque, et du coup, vous ne rendez pas forcément compte ce que ça fait. En 2015, pour comparer la même année, le déficit public de la France était 77 milliards d'euros.
Donc un montant d'évasion fiscale qui serait au moins 1,5 fois supérieur à ce montant. C'est d'ailleurs ce qui énerve beaucoup Dominique Seux, parce qu'il dit, mais du coup ils disent qu'il suffirait de lutter contre l'évasion fiscale et il n'y aurait pas de déficit public. Lui, il préfère plutôt qu'on aille faire les poches aux chômeurs ou aux retraités. Bref, je ne vais pas dévier du sujet. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sommes colossales, elles manquent à la fois au financement des services publics, au financement de la transition écologique et sociale, et puis ça pose aussi un grave problème de justice fiscale. C'est une notion qu'on a contribué à essayer de mettre sur la table, la justice fiscale, et qui a été au cœur l'année dernière, et puis encore aujourd'hui, du mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, si on prend cette histoire d'évasion fiscale des multinationales, ça y contribue fortement, puisque de l'aveu même enfin, c'est pas de nos chiffres à nous, hein, c'est de l'aveu même de Bruno Le Maire, des organisations internationales, les multinationales payent en moyenne 8% d'impôts, alors que le taux normal d'impôt sur les sociétés en France, bon, qui est en train de diminuer, mais plutôt autour de 28 à 31%. Donc 8% par rapport à 28%, évidemment, il y a un grave problème de justice fiscale. Pourquoi est-ce qu'une grosse entreprise paierait moins d'impôts qu'une petite entreprise en pourcentage de ses revenus ? Alors, face à ça, face à cette évasion fiscale, il y a les pouvoirs publics qui, sous la pression citoyenne, prennent des mesures, mais nous on considère qu'ils font plutôt semblant d'agir plutôt qu'agir réellement, et notamment l'Union européenne a fait une liste noire des paradis fiscaux dans lequel on retrouve aucun des paradis fiscaux notoires, et notamment aucun pays de l'Union européenne. Bon, si on prend notre définition à nous, quand je dis nous, c'est pas simplement un TAC, hein, il y a une large coalition internationale qui utilise une autre liste des paradis fiscaux dans lequel on va mettre des pays, par exemple, comme le Pays-Bas, la Belgique ou le Luxembourg. Et là, on se rend compte que 76% des filiales du CAC 40, des entreprises du CAC 40, vous savez, l'indice boursier avec les 40 plus grandes capitalisations boursières en France, eh bien 76% de leurs filiales sont implantées dans l'Union européenne, notamment aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg. Alors j'ai posé la question naïvement, si le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal, pourquoi autant d'entreprises vont mettre leur siège dans un pays confetti? J'espère qu'il n'y a pas de luxembourgeois dans la salle qui va se vexer, mais c'est quand même pas, en tout cas c'est pas pour se rapprocher d'une grande clientèle qu'on va s'installer au Luxembourg. Alors à TAC, on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur les géants du numérique, notamment les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et c'est encore plus vrai pour ces entreprises-là, du fait de leur nature, des produits qu'ils vendent, c'est encore plus facile pour échapper à l'impôt. On a calculé que sur ces 5 GAFAM, 74%, donc les 3/4 de leur chiffre d'affaires, étaient dissimulés dans les paradis fiscaux, donc c'est absolument colossal. C'est pas le sujet ici, mais je pourrais expliquer, si vous voulez, en quoi la taxe GAFA ne règle pas du tout ce problème. Alors, comment est-ce que c'est possible pour les entreprises d'échapper à l'impôt comme ça ? Eh bien, c'est très simple, elles délocalisent artificiellement leurs profits dans les territoires dans lesquels elles payent le moins d'impôts, puisque c'est la technique qu'on appelle des prix de transfert. Vous avez une filiale au hasard luxembourgeoise qui va facturer très cher un service à la filiale française, et bien du coup, le bénéfice, il va apparaître artificiellement au Luxembourg, et bizarrement, du coup, le profit apparaît dans le pays où l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire sur les profits, est le plus faible. Donc c'est un jeu d'enfant pour ces multinationales, et ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont toutes ces filiales, et pourquoi ces filiales sont placées dans ces pays-là et pas d'autres. Je dis un mot, pour ce premier point sur la politique fiscale sur les banques, puisque quand on parle des multinationales, il ne faut pas oublier que les grandes banques sont des multinationales également, hein. Tout à l'heure, je voyais HSBC à Aix, donc on comprend bien que si HSBC en France, dans la même logique, une banque comme BNP est présente un peu partout dans le monde. Et les multinationales, aujourd'hui, elles jouent un rôle essentiel pour organiser l'évasion fiscale à la fois des plus riches et des entreprises. Mais il faut bien comprendre que les banques, elles font aussi de l'évasion fiscale pour leur propre compte, c'est-à-dire elles aussi transfèrent artificiellement leurs bénéfices dans les paradis fiscaux pour réduire leurs impôts. Alors si je prends quelques chiffres, pour illustrer ça, il y a l'ONG Oxfam, avec lequel on travaille, et CCFD et ATTAC dans le cadre de la plateforme des paradis fiscaux et judiciaires, qui sort régulièrement des données chiffrées sur les banques, et qui a montré qu'en 2017, les 20 plus grandes banques européennes, elles avaient 26% de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, 12% de leur chiffre d'affaires, et 7% de leurs salariés. Alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu la déconnexion entre l'activité réelle
et ces chiffres, parce que si vous avez 7% de vos salariés dans les paradis fiscaux, arriver à y faire plus du quart de vos bénéfices, évidemment, c'est un exploit colossal. Alors, à moins qu'on m'explique que les salariés luxembourgeois ou de Jersey ou ailleurs ont une productivité beaucoup plus forte que les salariés français, évidemment, il n'y a pas d'explication, si ce n'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire un transfert artificiel de bénéfices dans les paradis fiscaux. Pour donner un chiffre également pour une grande banque française, la Société Générale, enfin c'est pas un chiffre pardon, mais une donnée qui montre le côté absolument délirant, la Société Générale déclare, toujours dans ce même rapport en 2017, en Irlande, la Société Générale déclare un bénéfice supérieur à son chiffre d'affaires. Alors pour ceux qui ont un minimum de base d'économie, faire plus de bénéfices que vous faites de chiffre d'affaires, en réalité c'est impossible, sauf évidemment si vous transférez artificiellement vos profits là où vous ne les faites pas. Alors ça c'est un premier point qui est important, l'impunité fiscale des multinationales, mais le deuxième sur lequel je voudrais insister, c'est leur impunité à la fois environnementale et climatique. Aujourd'hui, les multinationales peuvent souiller sans payer, vous connaissez le principe pollueur-payeur, mais malheureusement elles s'appliquent fort rarement aux multinationales. Alors par contre, là où elles sont très fortes, c'est dans ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire la capacité à se repeindre en vert. Donc alors, on va pas en parler ici, mais notamment la grande mode de la compensation, vous salopez quelque part et puis vous plantez des arbres un peu plus loin, et on dit que vous avez la neutralité carbone. D'ailleurs, c'est nos objectifs de nos grandes entreprises pour réduire leur gaz à effet de serre, c'est toujours de dire on va compenser nos émissions. Bon, je vous invite à aller voir concrètement ce que ces compensations, en quoi est-ce que ça ne règle pas le problème. Et donc, malgré leur campagne de communication, les multinationales, en réalité, s'opposent à toute ambition climatique qui nuirait à leur intérêt. Et notamment, on a remarqué que depuis les accords de Paris, alors nous, on les critique, ils sont forts, l'accord de Paris de la COP21 est fort insuffisant, il ne permet pas d'arriver à la trajectoire qu'on fait semblant de rechercher, 1,5 degré, on irait plutôt vers 3 degrés si on suivait ça, mais enfin, c'est mieux que rien, et faisons au moins en sorte que les entreprises respectent ce qui est prévu dans les accords de Paris. Or, depuis 2015, eh bien, on remarque qu'au contraire, la plupart des multinationales ont poursuivi leur stratégie et continuent leur business comme avant. Par contre, c'est vrai que les multinationales, ce sont les championnes pour promouvoir des fausses solutions, pour nous expliquer qu'on va trouver des solutions techniques là où en réalité la solution serait plutôt politique et consisterait à réduire nos émissions. Et elles sont très fortes pour se dédouaner de leurs responsabilités. Alors, si on fait un petit focus sur les entreprises qui agissent dans le secteur extractiviste, c'est-à-dire tout ce qui est minerai, énergie, eh bien, on voit qu'effectivement, les multinationales, si on les laisse faire, eh bien, elles sont prêtes à aller forer toujours plus profond pour trouver la dernière goutte de pétrole, pour aller exploiter la dernière veine de charbon, le dernier puits de gaz. Or, on sait très bien, je ne vais pas développer ici, que ces énergies sont responsables des émissions de gaz à effet de serre et donc du réchauffement climatique. Et on comprend bien que les multinationales laissées à elles-mêmes, eh bien, vont précisément essayer d'aller toujours plus loin. Je prends un exemple, c'est Total, qui a réussi l'exploit la semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, c'était en plein sommet de l'ONU sur le climat, c'était il y a 10 jours quelque part, quelque chose comme ça. Total a annoncé en grande pompe qu'elle allait augmenter les dividendes de ses actionnaires, en justifiant ça. Comment elle a justifié? Alors je cite, parce qu'il faut quand même, j'exagère pas, la mise en œuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable, dans le pétrole et le gaz, donne une visibilité accrue sur le futur du groupe. Donc, évidemment, ici, le mot durable, il n'a aucun sens, si ce n'est que les profits vont durer durablement. Mais la question qu'on pose, nous, évidemment, c'est comment vous voulez faire des profits sur une planète morte. Donc là, on comprend bien que les entreprises laissées elles-mêmes poussent cette logique, mais en fait, nous amènent dans le mur. Si je reste sur Total, elle est aussi particulièrement impliquée dans un certain nombre de projets. Par exemple, elle extrait des sables bitumineux au Canada, elle importe du gaz de schiste, elle déverse des déchets toxiques en Patagonie, elle investit dans le gaz au Mexique, ou encore en France, très près d'ici, vous savez que Total vient d'obtenir l'autorisation d'importer 500 000 tonnes d'huile de palme par an pour faire marcher ce qu'on appelle des bio-raffineries qui font du biocarburant, et puis certainement de la biopollution. Ou du bio-réchauffement climatique, ou je ne sais pas, ou du bio-foutage de gueule, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les multinationales, tout à l'heure j'ai fait un focus sur les banques, les multinationales peuvent compter justement sur les banques
pour pouvoir être financés, parce que tous ces projets-là, ce sont des projets dont la rentabilité, elle n'existe pas forcément à court terme, elle est à long terme, donc il y a besoin de financement. Donc nous, on essaye aussi de faire pression sur les banques pour qu'elles arrêtent de subventionner les énergies, de financer, les énergies fossiles. Les subventions, c'est encore un autre problème, ce sont nos États qui subventionnent les énergies fossiles. Voilà, donc c'est vrai que les grandes banques françaises, elles ont un rôle important là-dedans, et on a montré que depuis la COP21, eh bien, elles ont augmenté le financement des énergies fossiles au lieu d'augmenter les financements d'énergie renouvelable. Alors évidemment, elles vont toujours vous faire une publicité pour vous dire qu'elles financent une éolienne quelque part, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors un dernier mot sur cette impunité environnementale et climatique. Dans les multinationales qu'on cible, il y a certainement une des pires d'entre elles, c'est Bayer-Monsanto. Et là, je voulais juste rappeler que Bayer-Monsanto, elle est experte, non seulement elle produit des produits qui vont dégueulasser la planète, je pense bien sûr notamment au Roundup, mais c'est loin d'être le seul, mais il y a différentes révélations, notamment ce qu'on appelle les Monsanto Papers, qui montrent que cette entreprise est devenue experte dans la capacité de minimiser les effets de ces produits et de produire des expertises scientifiques, en tout cas des expertises qui ont un vernis scientifique, qui ont en réalité financé et quasiment écrites par l'entreprise. Une petite citation aussi, pour ne pas parler que du glyphosate, selon Monsanto, il n'existe pas de preuve que les néonicotinoïdes aient un lien avec la disparition des abeilles. Donc en fait, c'est du négationnisme de tout ce qui est aujourd'hui bien acquis, bien documenté, pour pouvoir justement empêcher qu'il y ait des réglementations contraignantes, ce dont on parlera tout à l'heure, et donc pour nous dire circuler, il n'y a pas de problème. Un peu comme un rond, vous avez l'habitude. Dernier point que je voulais développer dans cette première partie, c'était l'impunité sociale et sociétale de ces entreprises-là, puisque non seulement elles ne payent pas leurs impôts, non seulement elles dégueulassent leur planète, mais en plus elles font travailler leurs salariés dans des conditions souvent déplorables. Pour rester sur les entreprises du CAC 40, parce que c'est vrai qu'on aime bien taper sur des entreprises comme Amazon, Apple, mais ça ne sert à rien de faire croire que les entreprises américaines seraient plus dégueulasses que les françaises. Là, les entreprises françaises n'ont rien de plus vertueuse. Et donc, si on regarde les entreprises du CAC 40, on a fait une étude à TAC l'année dernière, au moment du sommet de Davos, où on a montré que de 2010 à 2017, les dividendes de ces entreprises ont augmenté de 44%. Et dans le même temps, la rémunération de leurs hauts dirigeants a augmenté de 32%. Et en même temps, comme dirait Macron, les salaires moyens ont augmenté seulement de 22%, donc 32% pour les hauts dirigeants, 22% pour les salariés. Et en même temps, leurs effectifs en France ont baissé de 20%. Donc on a toujours cette logique de l'emploi est une variable d'ajustement, l'objectif est de maximiser son profit, et s'il faut pour cela supprimer des emplois, évidemment, ça ne pose pas de problème. Je prends un chiffre, enfin, pour tirer de ce rapport, c'est l'écart entre la rémunération totale et la moyenne des salaires. Alors je prends la pire, les autres c'est moins pire, mais pour Carrefour, cet écart, il est de 1 à 251. C'est-à-dire que, dit autrement, pour qu'un salarié gagne autant que son PDG gagne en un an, il faudrait qu'il travaille pendant 251 années. Bon, évidemment, même si Macron augmente l'âge de la retraite, travailler 251 années, c'est compliqué. On peut s'intéresser également à leurs conditions de travail, puisqu'aujourd'hui, on a différents cas qui montrent que les personnels se retrouvent dans des conditions déplorables. Alors je cite souvent les mêmes entreprises, vous allez comprendre pourquoi, c'est que Bayer-Monsanto, Total, Amazon et BNP Paribas, ce sont les entreprises et les banques qu'on a choisi à TAC dans cette campagne Stop à l'impunité des multinationales pour justement incarner les pires multinationales. Donc je prends surtout des exemples qui sont issus de ça. Donc si je prends l'exemple d'Amazon, qui, vous le savez, emploie de plus en plus de personnel en France. Il y a un nouvel entrepôt qui va ouvrir pas très loin d'ici, à Fournaise dans le Gard, pas très loin de Nîmes. Et il y a différentes études qui ont été menées qui montrent que les personnels d'Amazon, ils sont à la fois mal payés, la plupart du temps, ils sont intérimaires, qui sont stressés, qui sont maltraités. Il y a notamment une multiplication de ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, quand vous connaissez bien les caissiers et caissières de supermarché, notamment quand vous soulevez de manière répétitive des poids. On note beaucoup d'accidents de travail, de carences infernales, l'absence de pause, une organisation, un management qui est assez impitoyable,
et un contrôle total de l'individu et de sa productivité qui répond finalement aux injonctions de l'informatique sur ce qu'il doit faire. J'essaie de ne pas être trop long, j'arrive à 1 minute. Donc pour finir là-dessus, on peut aussi regarder ce qu'elles font ailleurs sur la planète. Et si je reprends l'exemple de Total, eh bien, par exemple, il a été montré que sur plusieurs sites appartenant à Total en Birmanie, eh bien, les paysans ont été contraints à des travaux forcés, soumis à des agressions, des viols, des meurtres. Et donc tout ça, encore une fois, vous l'avez compris, on va expliquer après comment, en toute impunité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que sinon, je vais déborder du temps, et on n'aura pas de temps pour le débat. Merci Raphaël pour cette introduction qui pose assez bien le constat de l'économie aujourd'hui telle qu'elle est menée par les entreprises multinationales. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreuses pour cette conférence qui introduit donc la grande semaine de mobilisation qu'on va avoir du 11 au 19 octobre. Cette semaine de mobilisation, elle va se dérouler autour de 2 grandes négociations qui vont avoir lieu à l'ONU et qui sont un peu un point phare de cette année de mobilisation qu'on a avec la campagne pour des droits pour des peuples et des règles pour les multinationales. Cette campagne, on l'a commencé la veille de Davos, le 22 janvier 2019, et c'est une campagne qui marche sur 2 jambes et qui fait surtout la connexion entre 2 mouvements sociaux extrêmement puissants et importants en Europe. La première jambe de cette campagne, c'est toutes les organisations qui travaillent sur les traités de commerce et d'investissement et on cible un mécanisme spécifique qui est un peu l'illustration pure et parfaite de cette impunité des multinationales. Ça s'appelle l'arbitrage investisseur-État. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'arbitrage investisseur-État, en tout cas il est probable que si vous le connaissez, vous l'avez découvert ou bien cet été avec les débats sur le CETA, ou bien il y a 3-4 ans, quand en 2015-2016, on a eu la Belgique, et plus particulièrement la Wallonie, qui pendant un week-end a fait la une de tous les médias européens en disant que la Wallonie allait bloquer le CETA. Il faut se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'en Europe, à part dans le milieu ultra expert, on a découvert l'existence de l'arbitrage investisseur-État, un système, une justice d'exception qui donne des super pouvoirs aux multinationales, et après je vais revenir dessus avec des exemples, mais pour que vous compreniez bien, c'est un État adopte une loi ou décide d'une politique publique X ou Y qui va à l'encontre des intérêts et des profits d'une multinationale donnée. À ce moment-là, grâce à ce mécanisme d'arbitrage investisseur-État, la multinationale attaque l'État devant des tribunaux d'exception qui contournent toutes les juridictions publiques pour demander ou bien l'annulation de la loi ou bien des dommages et intérêts qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Donc, ce qu'on voulait montrer dans la première jambe donc, de cette campagne, le premier pilier, c'est de mettre fin à cette impunité qui permet aux multinationales de se placer au-dessus des États, au-dessus de la démocratie, au-dessus de notre souveraineté populaire, à décider démocratiquement des règles qui vont régir notre société. Et de l'autre côté, le pendant de cette demande de fin de la justice d'exception offerte aux multinationales, c'est de s'assurer que les multinationales vont bien respecter les droits humains et vont bien respecter l'environnement. Et donc là, on retombe sur tout le constat qui a été dressé par Raphaël, de se dire pourquoi est-ce que les multinationales sont capables d'éviter l'impôt quand elles sont complices de violations des droits humains, pourquoi elles ne sont pas tenues responsables de ces violations devant les tribunaux pour payer des dommages et intérêts et pour payer des amendes, pourquoi est-ce qu'elles détruisent l'environnement et n'en sont pas tenues responsables. Je reviendrai dessus avec des exemples. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette campagne, c'est qu'on a des solutions pour ça. En 2017, la France a adopté une loi pionnière et inédite dans le monde, qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, qui permet de rendre les multinationales françaises, en l'occurrence, juridiquement responsables de leurs actes et de ceux de leurs sous-traitants, filiales et fournisseurs de par le monde. Et donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que maintenant, il s'agit de mettre fin à l'arbitrage investisseur-État et de demander à ce que,
au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU, on ait un devoir de vigilance, c'est-à-dire une responsabilité juridique qui permet aux personnes dont les droits fondamentaux sont affectés par des multinationales d'obtenir justice. Cette grande mobilisation qui dure jusqu'à Davos 2020, donc qui s'étale sur une année entière, porte une pétition, la pétition des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales, qui a déjà comptabilisé plus de 600 000 signataires et qui permet d'interpeller les dirigeants des institutions européennes et des États membres de l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette grande semaine de mobilisation? C'est parce que du 14 au 18 octobre, dans 10 jours, ont lieu 2 négociations phares. La première à Genève pour le fameux traité sur les multinationales et les droits humains, un traité qui va permettre de s'assurer que lorsque, par exemple, le Rana Plaza s'effondre, le Rana Plaza, vous savez, c'est cette usine textile qui s'est effondrée au Bangladesh, causant la mort de 1138 ouvrières du textile et en laissant plus de 2000 handicapés ou blessés à vie. Au moment où l'immeuble s'effondre, les gens se disent qui va indemniser les victimes et payer pour la faute, puisque l'histoire de cet effondrement, c'est un effondrement criminel. Et quand je dis criminel, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que cet immeuble de 8 étages, ils n'avaient pas de place pour mettre les générateurs d'électricité quand il y a des pannes d'électricité dans le quartier. Et donc ce qu'ils ont fait, contrairement en violation de la loi Bangladesh, c'est de mettre les générateurs sur le toit. Et au moment où l'électricité, et pendant tout d'un coup, en début de semaine, les ouvrières dans l'usine ont vu des fissures apparaître dans les poteaux de cette usine. Le lendemain matin, les ouvrières arrivent sur le site du Rana Plaza, dans l'usine, et voient que les fissures se sont agrandies dans la nuit et donc refusent d'entrer dans le bâtiment. Le dirigeant de l'entreprise leur dit « qu'à cela ne tienne, si vous ne rentrez pas dans le bâtiment immédiatement, vous êtes virés sur le champ ». Donc, tenues par les salaires de misère du secteur, et parce qu'elles ont une famille à nourrir, etc., elles rentrent dans le bâtiment pour commencer leur journée de travail. Quelques heures plus tard, coupure d'électricité dans le quartier, les générateurs se mettent en marche, et un générateur, ça vibre. Et là, les vibrations font effondrer l'immeuble. Donc on se dit, faute criminelle et mise en danger de la vie d'autrui. Le problème, c'est que si ce dirigeant est très riche, il a peut-être, 2 ou 3 millions d'euros sur son compte, mais quand on a 2 ou 3 millions d'euros sur son compte au Bangladesh, on est extrêmement riche. Le problème, c'est que comment on indemnise 1138 familles et 2000 personnes blessées et handicapées à vie avec 1 ou 2 millions. Et donc, ce qu'il faut, c'est remonter ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire remonter au donneur d'ordre, à la maison mère qui passe les commandes, qui est l'acteur puissant économiquement, politiquement, socialement, qui impose les cadences, qui impose des prix de misère qui fait que les bâtiments sont de mauvaise qualité et qui impose une pression sur l'entrepreneur local qui force les gens à rentrer dans l'usine, parce que si lui oblige les gens à rentrer dans l'usine, c'est parce que s'il ne rend pas les commandes à temps, il se fait blacklister des centrales d'achat. Donc le but, c'est de remonter à ceux qui donnent les ordres. Et donc, c'est là où on a un problème fondamental, c'est que juridiquement, les enseignes d'habillement que l'on connaît n'ont pas de lien juridique avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Ce que fait la loi devoir de vigilance, c'est de rétablir ce lien en disant que tout donneur d'ordre, toute grande entreprise française donneuse d'ordre va être responsable juridiquement devant les tribunaux français des violations aux droits humains. Donc aujourd'hui, cette loi française, elle fait des petits, dans le sens où beaucoup de pays européens, beaucoup de pays membres de l'OCDE s'intéressent de près à cette loi et essaient de la répliquer. Il y a 6 mois, l'Allemagne, par exemple, a présenté un premier projet de loi sur le devoir de vigilance, et il y a une mobilisation citoyenne très conséquente qui a débuté au début du mois de septembre en Allemagne pour que l'Allemagne se dote d'elle-même d'une loi similaire sur le devoir de vigilance de toutes les entreprises allemandes. Et juste pour l'actualité extrêmement récente, ce matin, on est 88 ONG, syndicats de toute taille, mais aussi des ONG, des syndicats extrêmement importants en Europe, des syndicats européens extrêmement puissants, à avoir demandé au nouveau commissaire en charge de la justice dans la nouvelle Commission européenne d'adopter dans les 2-3 années qui viennent une directive européenne sur le devoir de vigilance.
Donc c'est-à-dire que c'est un combat qui se mène en ce moment, et qui se mène aussi à l'ONU, puisque à l'ONU, depuis 4 ans, et donc là en octobre ça va être la 5e session de négociation, on va discuter à l'ONU d'un traité qui va appliquer ce devoir de vigilance à toutes les entreprises du monde entier. Après, il faudra le faire ratifier. Le premier combat, c'est qu'on ait un traité qui soit ambitieux et qui réellement va tenir les multinationales responsables juridiquement de leurs actes. Et là-dessus, on a la France qui, parce qu'elle a cette loi française, essaie de faire un copier-coller de sa loi en droit européen, en droit international, mais l'Union européenne qui, globalement, est extrêmement frileuse, pour ne pas dire opposée, à toute politique qui viendrait poser des contraintes à leurs multinationales. Et donc, depuis plusieurs années, l'Union européenne multiplie les stratégies de diversion, et la lumière au fond du tunnel, c'est que comme maintenant on commence à avoir d'autres pays qui, parce que la société civile se mobilise de façon extrêmement importante, des pays commencent à se dire qu'ils vont adopter eux-mêmes des lois sur le devoir de vigilance, et donc faire en sorte que leur multinationale soit tenue responsable. En Allemagne, par exemple, on a eu un cas similaire à celui du Rana Plaza. C'est une entreprise KIK, qui est aussi dans le domaine du textile, où, pareil, un incendie s'est déclenché dans une usine pendant que les ouvriers travaillaient. Ça, c'était en 2012. 11 septembre 2012. L'usine prend feu à Karachi. Le problème, c'est que dans cette usine, pour pas que des voleurs s'introduisent dans l'usine la nuit, ce qu'ils avaient eu la bonne idée de faire, c'était de fermer avec des cadenas toutes les issues de secours. Parce que comme ça, la nuit, personne ne s'introduisait par les issues de secours. Mais le matin, ils oubliaient d'ouvrir les cadenas. Donc les gens se sont retrouvés coincés dans cette usine en feu, et 250 personnes sont mortes brûlées vives dans cet incident. Et d'autres sont sortis vivantes en se jetant par les fenêtres après avoir fait tomber les barreaux qui étaient aux fenêtres. Donc les gens étaient littéralement emprisonnés dans un bâtiment en feu. Certaines des victimes se sont dit, de la même façon, le propriétaire de l'usine KIK, si vous voulez, s'il a 1 million sur son compte en banque, on est content, mais il y a 250 familles qui ont perdu l'un des leurs dans l'incendie, et qui doivent être indemnisées, et d'autres qui sont sortis brûlés. Donc ils sont allés voir le donneur d'ordre, qui était une entreprise allemande qui s'appelle l'entreprise KIK, qui est une enseigne textile low cost en Allemagne, pour leur demander des comptes. Arrivés devant les tribunaux allemands leur ont dit d'accord, c'est très bien, mais en fait vous avez mis 3 ans à venir jusqu'ici, le délai de prescription c'est 2 ans, donc passé, il n'y a rien à voir. Voilà aujourd'hui le monde quand on dit que les multinationales ne respectent pas les droits humains et bénéficient d'une impunité, c'est parce que certes, elles doivent respecter, chaque filiale, chaque sous-traitant doit respecter la loi locale, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que, comme l'a dit Raphaël, elles mettent les États en concurrence les uns avec les autres, ce qui fait que les États n'ont pas forcément envie de prendre des législations progressistes, et qui vont vraiment protéger les droits humains, rehausser les salaires, etc. Mais au-delà du fait que les lois ne sont pas les mêmes partout, et par exemple, respecter la loi en Arabie Saoudite, quand vous êtes une femme, peut-être que cela ne suffit pas. Ou par exemple, si vous êtes en Somalie, respecter la loi en Somalie où il n'y a pas d'État, ça ne suffit pas. Ou respecter la loi en Érythrée quand vous êtes une entreprise minière, cela ne suffit pas. Le cas de l'entreprise minière en Érythrée, c'est un réel cas où aujourd'hui, des victimes tentent d'obtenir justice au Canada devant une compagnie minière canadienne qui s'est dit « Tiens, je vais aller respecter la loi érythréenne et développer une mine en Érythrée ». Vous savez, l'Érythrée, c'est l'un des pays qui aujourd'hui fait un service militaire qui dure à vie. C'est un enfer sur Terre, littéralement, et il y a beaucoup d'Érythréens qui aujourd'hui essaient de traverser la Méditerranée ou traversent la Méditerranée lorsqu'ils n'y laissent pas leur vie, tellement la situation en Érythrée est difficile. Et on a des entreprises qui disent « Mais moi, je respecte la loi de l'Érythrée, donc il n'y a rien qu'on ne puisse m'opposer. » Et c'est extrêmement difficile juridiquement d'aller voir la maison mère au Canada et de lui dire « Vous êtes complice de violation des droits humains de l'autre côté de la planète. » La loi de devoir de vigilance, elle a rompu cette omerta, et aujourd'hui, on essaie de la pousser donc, au niveau de l'Union européenne et à l'ONU. Mais si on en était juste à devoir résoudre ce problème, qui est quand même, vous vous en rendez bien compte, énorme, on serait limite content, puisque l'impunité des multinationales, c'est pas seulement ça. Et quand je vous parlais de la première jambe de la campagne sur l'arbitrage investisseur-État,
c'est que non seulement quand les multinationales sont complices de violations, on a beaucoup de mal à avoir les personnes affectées ont beaucoup de mal à avoir accès à la justice devant les tribunaux qui peuvent réellement condamner la multinationale et verser des dommages et intérêts raisonnables aux victimes, c'est que ces multinationales ne répondent pas de leurs violations, mais de plus attaquent les États qui essaient de mettre en place des législations qui vont protéger nos droits humains et protéger notre environnement. Alors, pour vous donner une idée, l'arbitrage d'investisseurs-États, c'est un système colonial, puisqu'il a été créé en 1965 par la Banque mondiale au moment de la décolonisation, avec une idée simple qui était les anciennes colonies sont en train de gagner leur indépendance, mais nous avons des multinationales des pays de l'OCDE dans ces pays. Et il ne faudrait quand même pas que ces nouveaux pays indépendants aient une politique économique qui aille contre les intérêts de nos entreprises. Donc, on leur met une épée de Damoclès sur la tête et on leur dit, si vous nationalisez, si vous nous expropriez, ou si vous adoptez des lois qui vont contre les intérêts de ces grandes entreprises, on vous attaquera devant les tribunaux d'exception. Au cours des 25 dernières années, ces tribunaux d'exception ont permis à des multinationales de recueillir de la part des États 88 milliards de dollars. 88 milliards de dollars, c'est 20 ans du budget de l'État du Sénégal, c'est, je crois, 20 ans du budget du secrétariat général de l'ONU, de tout l'ONU à Genève, à New York. Donc c'est des sommes colossales que les États, et donc nous avons dû payer à ces actionnaires de ces multinationales qui nous attaquent. Pour vous donner quelques cas, pour vous rendre compte de la folie de la chose, je vais vous citer un cas au Pakistan d'une entreprise canadienne qui s'appelle Barrick Gold. Et ça, c'est un cas dont la décision est tombée cet été. Donc c'est pas quelque chose qui date et qui depuis on a réussi à réformer. L'entreprise Barrick Gold, c'est une entreprise canadienne qui a des mines d'or et qui a passé dans des conditions assez opaques un contrat pour ouvrir une mine d'or au Pakistan avec une autorité locale. Dès que le gouvernement pakistanais a découvert l'existence de cette signature d'un contrat entre une autorité publique locale et l'entreprise Barrick Gold, les autorités pakistanaises ont dit mais en fait qu'est-ce que c'est que ce contrat? On l'annule. Donc Barrick Gold va en justice devant les cours de justice pakistanaises pour dire non, si ce contrat il vaut, on va ouvrir la mine. Pendant 3-4 ans, la procédure se déroule devant les tribunaux pakistanais et à la fin, les plus hautes juridictions pakistanaises disent non, ce contrat est nul et donc le projet doit être annulé. Pendant ces 3-4 années, Barrick Gold, avec l'autorité locale, se disait je vais quand même commencer à développer les premières infrastructures et donc avait investi 200 millions dans la mine. Au moment où les juridictions pakistanaises lui disent le contrat est annulé, Barrick Gold se dit maintenant j'ai une dernière cartouche qui s'appelle l'arbitrage investisseur-État. Donc je pose un recours devant la Banque mondiale en disant je suis exproprié de manière illégitime, je veux être compensé pour le manque à gagner. Et cet été, la Banque mondiale a dit vous avez raison, vous avez été exproprié illégitimement selon un droit qui a été créé de toutes pièces par les avocats d'affaires qui gagnent des millions dans ces affaires, donc avec un conflit d'intérêts énorme, et le tribunal arbitral, qui n'est tenu par aucune règle démocratique et aucun système de droit que nous avons décidé démocratiquement de mettre en œuvre, a accordé à Barrick Gold que le Pakistan paiera, tenez-vous bien, 5,6 milliards de dollars à Barrick Gold. 5,6 milliards de dollars, c'est l'équivalent du dernier prêt du FMI au Pakistan. Sachant que le FMI, c'est notre argent, dites-vous que chacune de vous dans cette salle a donné 1 ou 2 euros aux actionnaires de Barrick Gold pour un projet qui n'a jamais vu le jour et qu'ils ont investi 200 millions et qu'ils vont gagner 5,6 milliards. Donc c'est la poule aux œufs d'or. Et c'est la poule aux œufs d'or pour Barrick Gold, mais et donc c'est 5,6 milliards qui n'iront pas dans les politiques publiques au Pakistan, mais en France, ça nous a aussi déjà coûté cher dans la transition énergétique. Ça s'appelle la loi Hulot sur les hydrocarbures. C'était la loi qu'a portée Nicolas Hulot. C'est la seule loi qui porte son nom qu'il a réussi à faire passer, qui s'est fait en grande partie vider de sa substance lorsqu'elle est passée devant le Conseil constitutionnel.
C'était une loi qui devait mettre fin à toute l'exploration des énergies fossiles sur le territoire français d'ici 2040. Et pourquoi elle a été vidée de sa substance? Notamment parce qu'une entreprise canadienne qui s'appelle Vermillon a envoyé une lettre confidentielle qu'on a obtenue, que les amis de la Terre et l'Observatoire des multinationales ont obtenue après en se demandant pourquoi est-ce que cette loi avait été vidée de sa substance. Et ils ont découvert que Vermillon, l'entreprise canadienne, a envoyé une lettre au Conseil constitutionnel, lui a dit « Telle et telle disposition de la loi, si vous les gardez, on vous attaque ». Et le Conseil constitutionnel s'est dit « Une attaque en arbitrage investisseur-État, ça a un tel coût de réputation pour l'État qu'on va supprimer les dispositions contestées de la loi. » Et donc la loi s'est retrouvée validée par le Conseil constitutionnel en laissant à Vermillon, en donnant à Vermillon la victoire. C'est-à-dire que vous avez une loi qui est présentée en Conseil des ministres en France, qui est adoptée à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui arrive devant le Conseil constitutionnel, et là il y a une multinationale inconnue au bataillon qui ne répond d'aucune règle démocratique, qui vous dit « Vous êtes gentil, vous avez le droit de faire vos lois, mais par contre vous allez nous payer tout ce qu'on va perdre, donc les 100, 200, 300 millions, vous allez nous les donner pour avoir juste le droit de mettre en œuvre votre politique publique. » Et aujourd'hui, c'est une arme de destruction massive, et je m'arrêterai là, que l'Union européenne souhaite remettre en selle, parce que nous tous, quand je vous raconte cette histoire, j'imagine que vous êtes tous scandalisés par la chose, et c'est ça, le scandale du CETA et du TAFTA en 2015-2016 qui a mis le feu aux poudres, c'était ce système d'arbitrage. Et donc ils se sont dit en Europe, comment on va laisser ces super pouvoirs aux multinationales? On va réinventer ce système sous un autre acronyme, et donc ça va plus être de l'ISDS, ça va être de l'ICS dans la MIC, et de l'ICS dans la MIC, ce sera mieux que de l'ISDS. Globalement, c'est la même chose, mais on essaie de le refaire renaître sous un autre nom à l'ONU. Et donc, pendant que nous, on va essayer à Genève de mettre en place le traité sur les multinationales et les droits humains pour avoir ce devoir de vigilance qui va permettre l'accès à la justice des victimes, l'Europe sera à Vienne en tête de pont des négociations pour s'assurer que l'arbitrage investisseur-État est perpétué dans le droit international. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça des droits pour les peuples, donc pour le traité et le devoir de vigilance, et des règles pour les multinationales, c'est-à-dire qu'elles arrêtent de se placer au-dessus des lois. Voilà. Merci. Alors, vous pourrez l'applaudir après, il va reparler. Et pour résumer ce que tu as dit, parce que j'ai vu que tu as été pris par le temps, donc j'apporte juste 2 éléments en complément. Du coup, pour résumer, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 3400 traités de libre-échange qui donnent des droits aux multinationales, qui donnent des tribunaux d'arbitrage, et que face à ça, vous avez 0 traité qui les oblige à faire quoi que ce soit. Et donc tout l'enjeu de la semaine du 14 au 18, c'est qu'il n'y ait pas d'un côté, à Vienne, on accorde des droits nouveaux aux multinationales, et en même temps, à Genève, on ne leur impose pas des devoirs. Donc c'est pour ça qu'on va se mobiliser, et c'est là-dessus qu'on va intervenir maintenant, parce que la question, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a entendu ça, logiquement, sauf si on est multinational, mais normalement on a plutôt envie de se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Alors on va se compléter tous les deux là-dessus. Moi je voudrais aborder 2 points. D'abord dire qu'on peut agir individuellement, premièrement, puisque chacun peut contribuer à faire monter la pression pour que recule cette impunité. Alors bien sûr, même si c'est pas une action individuelle, mais j'en profite pour le redire, vous avez sur la table à l'entrée là-bas le texte de la pétition que vous pouvez signer. Vous pouvez bien sûr le faire aussi en rentrant chez vous. Vous tapez dans un moteur de recherche, pas forcément Google, vous tapez Stop Impunité et vous tombez sur la pétition. 600 000 personnes, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Nous, on espère arriver à 1 million d'ici à janvier 2020. Alors ensuite, je liste un certain nombre d'actions qu'on peut faire chacun de notre coin. Nous, ATTAC, on a démontré depuis longtemps, mais le CCLD aussi, que les grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, qu'est-ce que j'ai oublié, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, et bien finalement, à la fois sont des acteurs majeurs de l'évasion fiscale et financent le dérèglement climatique, enfin, financent des projets qui contribuent au dérèglement climatique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut déjà commencer par les quitter, et même s'il n'y a pas des banques parfaites, on peut citer des banques qui sont moins pires, notamment parce qu'elles n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux et qu'elles n'investissent pas ou peu dans les énergies fossiles. Donc je pense notamment à la NEF, au Crédit Coopératif et à la Banque Postale, qui a beaucoup de défauts, mais qui, au moins, comme je viens de le dire, n'investit pas dans les énergies fossiles, n'a pas de filiale dans les paradis fiscaux. Si on a des économies, on peut aussi les placer dans des projets qui sont responsables et éthiques. Je pense notamment à la Terre de Liens, vous savez, pour financer
des projets agricoles, où je pense à un projet qui s'appelle la Terre en commun. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, je développe pendant 2 secondes. Vous savez qu'il y a eu une lutte victorieuse à Notre-Dame-des-Landes, et les personnes qui ont mené la lutte, maintenant aujourd'hui, essayent de racheter la terre pour éviter que maintenant qu'ils ont gagné, il y ait juste des agriculteurs conventionnels qui viennent dégueulasser la terre. Donc du coup, la Terre en commun, c'est un projet d'achat foncier de terre. On peut, bref, je ne développe pas, mais il y a des projets donc du coup d'épargne qui sont responsables. En tant que consommateur, on a aussi bien sûr un pouvoir, on peut aller vers plus de sobriété, vers moins de gaspillage. On peut par exemple favoriser le commerce de proximité, on peut par exemple essayer d'acheter le moins possible dans la grande distribution, essayer de privilégier les circuits courts et locaux, l'agriculture biologique, soutenir le commerce équitable, on peut économiser notre énergie, on peut choisir le covoiturage, les transports en commun, éviter l'avion. Alors je ne développe pas, je pense que tout ça, vous en avez entendu parler. Le constat, notre analyse, c'est que ces petits pas individuels, ils sont absolument nécessaires, ils sont absolument indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Face à la situation qu'on vient d'expliquer, on doit affronter collectivement ces multinationales prédatrices. Et du coup, voilà, je donne quelques pistes. Comment est-ce qu'on peut faire pour agir collectivement, pour faire plier les multinationales ? D'abord, les objectifs, parce que c'est vrai que là, quand on s'attaque à ce genre de problème, on peut se dire, on peut avoir tendance à être découragé direct en se disant, face à des entreprises aussi puissantes, alors en plus, j'en ai pas parlé des lobbies, mais des différents moyens qu'elles se donnent pour faire pression sur les États, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, nous, on pense que déjà, on peut montrer leur vrai visage, faire en sorte que un public de plus en plus large soit conscient des méfaits de ces multinationales, soit conscient de leur impunité fiscale, de leur impunité sociale, de leur impunité écologique, parce qu'on pense que, même toute puissante qu'elle soit, leur image de marque, c'est leur talon d'Achille, et du coup, elles sont très soucieuses de leur image de marque, et c'est vrai qu'on l'a remarqué quand on fait des campagnes ciblées sur des multinationales, elles peuvent avoir tendance à lâcher, puisque finalement, elles préfèrent qu'on choisisse une autre cible, et donc accepter nos revendications. Ce qu'il faut faire aussi, bien sûr, notre objectif, c'est d'essayer de les empêcher de peser sur la fabrique de la loi, et donc on retombe bien sûr sur les revendications que tu as apportées. Alors, comment est-ce qu'on peut agir collectivement ? Il y a plein de manières d'agir. Attaque et le CCFD, on porte des modes d'action qui peuvent être un peu différents, mais qui chacun sont variés. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que chaque personne qui veut s'engager puisse trouver un cadre dans lequel elle se sent à l'aise et qui corresponde à son niveau d'expérience, aux risques qu'elle a envie de prendre, que ça soit physique, juridique, etc., à ses envies. Et donc, pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'on ne va pas présenter exactement la même chose, vous voyez bien que si on est ici ce soir ensemble, c'est bien qu'on fait des choses ensemble. Maintenant, on considère que les différents modes d'action, c'est tout à fait sain et normal que certains veuillent utiliser plutôt un mode d'action et d'autres un autre, en fonction de qui sont les personnes qui veulent agir avec nous. Elles n'ont pas forcément les mêmes envies. Alors, je vais expliquer maintenant ce qui va se passer plus précisément dans le cadre de cette campagne, puisque donc la pétition dont on parle a été lancée par 200 organisations au niveau européen et qu'au niveau français, c'est 46 organisations qui portent ça, des organisations aussi diverses que le CCLD, Attaque, Alternatiba, la CGT, la FSU, Solidaire, la Confédération Paysanne, le Secours Catholique, enfin on a une palette très très large d'organisations. Et l'idée donc c'est que même si on peut individuellement commencer à se défaire de l'emprise des multinationales, qu'on peut se passer des multinationales individuellement en changeant de mode de consommation, mais il est absolument nécessaire d'essayer de les faire plier, de provoquer un changement qui soit beaucoup plus profond, et derrière de pousser les gouvernements à agir. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire ici, mais par exemple, quand Attaque, on a ciblé pendant de nombreuses actions, et notamment à Aix, Apple, c'est pas des revendications qu'on adresse exclusivement à Apple. On ne dit pas simplement à Apple, ça serait sympa que tu payes tes impôts, parce que quand même, ça fait de l'argent moins dans les caisses. C'est aussi en tapant sur les multinationales, faire en sorte de créer un débat dans l'opinion publique pour que les États soient obligés de s'emparer du problème. On a à moitié gagné, le seul problème c'est que la taxe GAFA qui a été mise pour résoudre ce problème ne résout rien au problème, mais en tout cas, voilà, on a au moins gagné l'idée de mettre le sujet sur la table. Là, c'est un peu ça qu'on veut faire. En gros, si nous, on n'en parle pas de ce qui va se passer à Vienne et à Genève, personne ne va vous en parler. Personne ne va vous en parler.
Donc l'idée, c'est bien de faire en sorte que par nos actions, par les différentes interventions qu'on va faire, alors que ce soit comme ce soir ou que ce soit dans la rue, eh bien qu'on parle de ce sujet, que l'impunité des multinationales soit sur la table et que les gouvernements soient obligés d'agir, hein, comme on dit en sciences politiques, de mettre ça à l'agenda politique, c'est-à-dire faire en sorte que les pouvoirs publics soient obligés de s'emparer de ce problème parce qu'il est posé sur la table. Et donc il va y avoir cette semaine d'action mondiale du 11 au 19. En France, on a choisi surtout le samedi 12 octobre, avec l'idée que justement on va faire un coup de projecteur juste avant les négociations qui auront lieu à Genève et à Vienne, pour mettre la pression sur les États, avec une stratégie toute simple, c'est de se dire, si on met sous les projecteurs cette impunité des multinationales, eh bien, on fait monter dans l'opinion publique l'idée qu'il faut y mettre fin et qu'il faut donc que les États s'y attaquent et prennent des mesures pour y mettre fin. Alors, sans rentrer trop dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire localement ? Il va y avoir des dizaines d'actions qui vont être organisées partout en France le 12 octobre, dont une qui aura lieu dans le département. Et ça ne sera pas à Aix-en-Provence, mais il y aura un covoiturage qui partira d'Aix. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée, Valérie qui est là-bas, si ça vous intéresse, à la fin de la conférence, vous allez la voir, et elle vous indiquera comment covoiturer pour aller ensemble sur cette action. Vous pouvez aussi agir de manière individuelle. Là, on a essayé de construire une campagne où vraiment il puisse y avoir des actions de désobéissance civile un peu massives, mais aussi qu'elles soient le plus possible présentes sur le territoire. Et donc, vous pouvez, alors maintenant c'est un peu tard pour commander, mais vous pouvez télécharger vous-même des petites affiches. Alors c'est un mode d'action qui est très simple, mais on part du principe que justement ça va marcher parce que c'est très simple et que si c'est reproduit un peu partout, ça peut avoir un impact. Alors ça peut être fait dans des actions collectives, mais ça peut très bien être fait vous tout seul. Vous téléchargez, vous imprimez des affiches, dessus il y a marqué hors service, avec un panneau attention. En dessous il y a marqué dangereux, alors je ne sais plus le texte exact, mais bon c'est dangereux pour vous et pour la planète. En dessous vous avez un petit numéro de téléphone, un petit site internet, du coup les gens qui vont appeler pour comprendre pourquoi c'est hors service, et ben, ils auront un message sur le répondeur où ils tomberont sur le site avec la pétition, etc. Et donc on propose de coller ces affiches sur les distributeurs de billets de la BNP, comme ça quand les gens arrivent ils croient que c'est hors service, sur, vous savez, les Amazon Lockers, je ne sais pas s'il y en a à Aix, mais il y en a de plus en plus dans les lieux de passage, c'est des espèces de boîtes aux lettres où vous récupérez vos colis Amazon, donc c'est pareil, vous avez un écran, ou sur les stations Total, qui aujourd'hui ont toutes des distributeurs 24/24. Donc voilà, là, c'est vraiment un mode d'action simple, tellement simple qu'on pourrait dire, ouais, vous êtes ridicule de dire on va coller une affiche et ça va régler le problème. Bien sûr que ça va régler le problème, mais ceci dit, si on a déjà plus de 600 personnes qui ont commandé ces affiches, on se dit que s'il y a 600 ou bien plus de personnes qui font ça chacun dans leur coin, bah ça peut quand même avoir de l'impact et ça peut avoir de la gueule. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, on cible un certain nombre de multinationales. On ne prétend pas que ce soit les seuls à viser, et c'est loin d'être les seuls qu'on vise, mais on se dit qu'en visant les pires, ça peut aussi permettre d'envoyer un message aux autres, qu'elles se disent justement on n'a pas envie d'être ciblé. Alors, pour finir, je voudrais juste se projeter au-delà de cette semaine d'action, puisqu'on a déjà prévu la suite. Hein. Tu as expliqué que la campagne, elle va pour l'instant au moins jusqu'à Davos 2020, donc au moins vers le 20 janvier 2020. Et donc nous, pour faire monter en puissance cette campagne, on a construit toute une séquence. Donc cette semaine d'action est le 12 octobre, et après la suite, c'est le 29 novembre. Alors, pour les personnes les moins friandes de ça, le 29 novembre, c'est ce qu'on appelle le Black Friday, c'est-à-dire c'est une espèce d'orgie de la surconsommation importée des États-Unis directement par les multinationales du numérique pour nous vendre tous leurs produits avec des réductions monstres. Et donc en gros c'est devenu un peu la manière de faire ses achats de Noël à moindre coût, et donc on commande par Amazon et par d'autres par ce type d'entreprise. Et donc nous on veut transformer ce Black Friday en vendredi noir pour Amazon, et donc on a comme ambition un peu partout en France de bloquer les différents sites d'Amazon. Alors ça peut être soit le vendredi 29, soit le samedi 30, selon les endroits. Donc là aussi, si ça vous intéresse de participer à ça, je vous encourage à vous rapprocher de Valérie, puisque nous aurons une action dans le coin. Je dis, bon, c'est assez facile à trouver où c'est si on veut. S'il y a un RG dans la salle, c'est facile à trouver. Et on va poursuivre cette séquence jusqu'à la fin de l'année, puisque l'idée c'est que cette période de surconsommation, elle commence avec le Black Friday et ça se poursuit jusqu'à Noël. Donc là on veut porter un message tout simple, pas d'impunité des multinationales sous mon sapin, c'est-à-dire il y a moyen de faire plaisir à ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, sans forcément passer par Amazon ou sans forcément
utiliser des cadeaux des multinationales dont on parle ici, des multinationales qui sont les plus, comment dire, qui jouissent de la plus forte impunité et qui sont les plus nocives pour la planète. Voilà, ça c'est ce que va faire Attac. Et dans la même semaine d'action, il y a aussi des choses qui sont portées par le CCFD, et donc je laisse Swan expliquer. Merci Raphaël. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire. Moi, le CCFD, là, on a mis quelques-unes des affiches que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Il y a aussi de l'affichage qui va se faire dans différentes villes en France avec un ton assez ironique qui, donc vous voyez, avec une nouvelle composition du gouvernement français, un comité d'experts pour la sauvegarde de l'Amazonie et une nouvelle commission européenne, c'est dans l'actualité, et qui met l'accent sur certaines entreprises qui ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont pratiqué de l'ISDS. Et donc, c'est de montrer par là, en interpellant par l'ironie, qu'elles ont effectivement pris le pouvoir sur nos politiques publiques, vu que quand une politique publique ne leur plaît pas, elles vous mettent le fusil sur la tempe, elles vous disent c'est pas la bourse ou la vie, c'est... Ah, ISDS, pardon, ISDS ça veut dire arbitrage investisseur-État en anglais, je suis désolé. Donc, ces multinationales mettent un fusil sur la tempe des États et leur disent c'est ta loi ou mon argent, mes bénéfices. Et donc de mettre en avant ces noms qui parfois sont inconnus, ou parfois sont connus, mais dont on ne sait pas que finalement derrière il y a des techniques d'extorsion, puisque c'est vraiment de l'extorsion de fonds qui se fait à grande échelle. Alors je peux en citer d'autres que celles qui sont là, mais donc Total par exemple, ils ont mené un superbe cas d'ISDS pour ne pas payer leurs impôts, parce que quand la loi fiscale dans un État comme l'Ouganda change, quoi de plus facile que de dire écoutez, faites changer votre loi fiscale pour tout le monde mais pas pour moi, et puis si vous voulez vraiment changer votre loi fiscale pour les autres et que ça s'applique à moi, versez-moi la différence de ce que je vais perdre. Donc ça c'était le cas Total. Le cas de Cargill par exemple, c'est quand vous êtes au Mexique, qui est le pays avec le plus fort taux d'obésité au monde, et que le Mexique met en place une taxe sur des sirops de maïs riches en fructose, c'est-à-dire des sirops de maïs qui vont dans la malbouffe et qui font que les gens se retrouvent après avec des forts taux d'obésité, du cholestérol, etc. Au Mexique, donc vraiment l'État avec le plus fort taux d'obésité au monde, et que l'État fait ça, ce que vous dites c'est vous avez le droit de lutter contre l'obésité, mais moi ça me fait perdre des profits. Donc moi je veux la différence, et donc il y a un tribunal d'arbitrage qui gentiment leur donnait 77 millions de dollars d'indemnité, parce que il faut quand même payer pour que les multinationales se portent bien. Donc nous on mène plusieurs actions. On a lancé un site interactif pour essayer de faire connaître ce sujet, qui s'appelle reprenonslepouvoir.org, qui renvoie vers la même pétition. Donc c'est simple, mais ça permet aussi de parler du sujet avec des petites animations, etc., pour faire connaître différents cas d'arbitrage et différents cas de déni de justice, pour que les gens puissent se saisir du sujet et signer la pétition. Signer la pétition, c'est un peu l'échelle, on va dire, zéro de l'engagement, mais finalement, l'échelle zéro de l'engagement, quand vous avez l'affaire du siècle, qui fait 2 millions de signataires en France en l'espace de 2 semaines, en gros, vous rendez compte qu'au même moment, il y a une prise de conscience grâce à Greta Thunberg qui commence toute seule dans un coin, et puis 1 an plus tard, vous en êtes au Greta Thunberg bashing, mais vous en êtes aussi à la prise de conscience mondiale de l'urgence climatique. Et donc la pétition, c'est peut-être le point numéro 1 de l'engagement, mais ça permet aux gens de se rendre compte que des alternatives existent et qu'on n'est pas dans la fatalité la plus totale. Donc on peut signer la pétition, et donc ça c'est ce qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux, qu'on va essayer de faire dans plusieurs villes de France où il y a des collectifs qui vont se saisir de ces affiches pour en parler, pour mobiliser sur les marchés, etc. Donc vous voyez que là c'est une technique de mobilisation qui est beaucoup moins risquée, ou qui fait moins peur peut-être que la désobéissance civile, c'est pas forcément risqué, mais en tout cas l'engagement est différent, mais ça permet aussi de sensibiliser. Une deuxième façon de faire, si vous avez un peu plus de temps, c'est d'envoyer des jolies cartes à vos eurodéputés, parce que si je vous disais ce matin que 88 ONG et syndicats ont lancé une lettre ouverte à la Commission européenne, à la DG Justice et pour la directive européenne, c'est à la fin des députés qui vont porter ces projets de loi et leur dire qu'on ne veut pas du CETA, qui est le premier accord de commerce négocié
par l'Union européenne avec de l'ISDS en notre nom à toutes et tous, aujourd'hui les sénateurs, si vous leur envoyez des lettres, ils vont être très contents de savoir que vous les aimez beaucoup, mais ils vont être très contents aussi de comprendre que s'ils ont des tonnes de lettres qui s'empilent chez eux et des tonnes d'emails qui remplissent leur boîte aux lettres, c'est peut-être qu'il ne faut peut-être pas voter le CETA. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin, d'interpeller les députés, les gouvernements de façon diverses et variées. Après, c'est de faire connaître la pétition et ses sujets autour de vous, avec vos amis, votre famille, etc. Et pour vous rendre compte des dynamiques aujourd'hui, c'est qu'on a durant la campagne des élections européennes, fait signer des engagements aux candidats. Donc on sait tous que les engagements n'engagent que ceux qui y croient, mais ça révèle quand même certaines tendances, parce qu'après ils savent très bien qu'une fois qu'ils ont signé des engagements, après on sait se rappeler à eux au moment des élections. Et vous avez vu à chaque fois que François Ruffin et par exemple la LFI ou le Parti Socialiste disent on va afficher sur les réseaux sociaux les gens qui ont voté contre telle et telle loi, vous avez vu les retours de bâton médiatiques comme quoi on vivrait dans une dictature, comment ça les députés, leur vote devrait être tenu public par les citoyens. Donc c'est des moyens de pression qui existent. Aujourd'hui au Parlement européen, les eurodéputés français de la LFI, des Verts, des socialistes soutiennent nos demandes pour la fin de l'ISDS et pour le traité et la directive. Chez LREM et chez les Républicains, ils soutiennent la directive et le traité parce qu'ils se disent on va copier-coller la loi de devoir de vigilance, donc c'est bon. Mais l'ISDS, ça c'est quand même super cool, donc on va pas signer votre engagement. Donc ça vous permet aussi, en fait, pour nous c'est juste une prise de température qui montre qu'aujourd'hui, si on veut vraiment mettre fin à l'impunité des multinationales, on a des alliés, et parce qu'on a eu cette loi de devoir de vigilance au terme d'un marathon quand même qui a duré 3 ans et demi, et la loi de devoir de vigilance, si elle a été adoptée, c'est parce qu'à quelques semaines, mois des élections présidentielles de 2017, on a un président, François Hollande, qui à l'époque était encore potentiellement candidat, et surtout qui voulait laisser une trace dans l'histoire sur un sujet autre que la loi travail, etc., et qui s'est dit un bon marqueur de gauche, c'est d'être le premier pays à faire cette loi sur devoir de vigilance. Donc ça a été un concours de circonstances incroyable. Ça a aussi été 4 ans de mobilisation acharnée des ONG qui ont porté ce combat, donc le CCFD principalement le CCFD Terre Solidaire, les Amis de la Terre, Sherpa, Amnesty, ActionAid, et j'en oublie une, j'espère qu'ils m'en voudront pas, ma mémoire flanche, mais donc on a porté ce combat, et aujourd'hui le but c'est d'aller plus loin, et donc de sensibiliser, de mobiliser. On sait que ça ne suffit pas, mais dans un État démocratique, on peut pointer les multinationales responsables, et on peut aussi pointer la responsabilité des États qui laissent faire. Et la façon la plus facile pour nous aujourd'hui, c'est de faire connaître le sujet, d'en parler, de faire que on en parle sur les réseaux sociaux, les médias alternatifs, et qu'à la fin, les députés se sentent tenus, s'ils veulent être réélus, puisque quand même c'est quand même beaucoup aussi par ça que on arrive à faire changer les choses, se sentent tenus dans un an de se dire si je veux être réélu, il faut peut-être que je montre que j'ai pas voté le CETA, que j'ai refusé l'accord qui suit le CETA qui est UE Singapour, et puis UE Vietnam, dans lequel on a l'ISDS qui nous attend aussi, et puis après il y a UE Tunisie qui est en train d'être négocié avec de l'ISDS, et en fait c'est cette toile d'araignée de l'ISDS que l'Union Européenne essaie de nous imposer qu'il faut stopper. Et on a vu cet été avec les mobilisations sur le CETA qu'on a failli gagner le premier vote à l'Assemblée et que là ça arrive au Sénat et c'est pas du tout sûr que ça passe au Sénat. Et le but c'est de rendre toutes ces idées toxiques, toute cette idée sur l'ISDS toxique, et de leur dire le devoir de vigilance il faut l'appliquer concrètement en France, parce que là on n'a pas le temps d'y revenir, mais il y a des batailles pour que ce devoir de vigilance en France il s'applique réellement et il s'applique de la façon la plus large possible. Et là-dessus il y a des combats qu'on va mener toutes et tous ensemble dans les mois et les années à venir à la suite de cette pétition. Et après il y a le fait de porter cette directive et ce traité, et donc voilà, on essaie de faire connaître ces sujets qui sont hyper techniques, et ça on en a bien conscience, et qui sont jamais discutés aux 20h de TF1, et qui en fait
sont techniques parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont intérêt à les rendre extrêmement techniques pour pas qu'on s'y intéresse, mais finalement quand on vous en parle là, si on a bien fait notre boulot ce soir, vous vous dites que c'est pas si c'est technique au moment d'écrire la loi, mais les 3/4 du boulot c'est de la politique, et c'est 40 ans de néolibéralisme qu'il faut mettre à genoux et renverser cette dynamique mortifère qu'on voit depuis les années 80 ravager l'ensemble de nos démocraties dites sociales. Voilà. Merci. Ils ont voté un certain nombre de lois bien dégueulasses. Et là, c'est la première fois qu'on arrive à fissurer cette majorité et on n'est pas passé très très loin d'un rejet du CETA par l'Assemblée nationale. Or, alors déjà, au début, il y avait un vote, je te laisserai détailler ça si tu veux. Mais ce qu'il faut bien voir du coup, c'est que ça nous offre des opportunités parce que, comme tout texte de loi, ça doit revenir ensuite au Sénat. Or, le seul parti qui a défendu le CETA à l'Assemblée nationale, c'est La République En Marche. Il ne vous a pas échappé que La République En Marche n'existe pas ou très peu au Sénat. La droite qui est majoritaire, qui n'a rien contre les traités de libre-échange, en général, mais là, sur le CETA, ils ne sont pas spécialement favorables. Je pense que ce qui s'est joué cet été autour des permanences parlementaires et des agriculteurs de la FNSEA, qui ne sont pas spécialement sur les mêmes revendications que nous, mais qui sont opposés au CETA, a joué beaucoup dans le fait que la droite sénatoriale va très probablement refuser le CETA. Du coup, si c'est ça, ça veut dire qu'ensuite ça revient à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, et du coup ça redonne la possibilité de mettre la pression. Et moi, mon petit doigt me dit qu'il y a un certain nombre de députés CETA qui sont fait vandaliser leur permanence parlementaire cet été, et qui ont, si c'était à refaire, ne le referaient pas forcément. Et j'insiste sur le fait que même si on devait perdre cette bataille, c'est absolument central de la mener, parce que comme l'a expliqué Swan, derrière, il y a plein d'autres traités qui arrivent, et du coup, plus l'opposition sera forte, plus le prix à payer sera fort pour les élus qui votent ça, et plus ils seront réticents pour la suite. Un dernier mot là-dessus, vous avez peut-être suivi au moment du G7, Macron qui est jamais aussi fort que pour se donner des ennemis à partir desquels il va apparaître comme les personnages sympathiques. Quand il a croisé le fer avec Bolsonaro sur les incendies en Amazonie, il nous a dit en l'état, on ne ratifiera pas l'accord on ne signera pas l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Mais dans le même temps, il a dit par contre le CETA, ça c'est un bon accord. Donc on voit bien qu'évidemment, ça vous aurait étonné que Emmanuel Macron se convertisse à la critique du libre-échange, mais on voit en tout cas qu'il y a vraiment la possibilité, non pas de les convaincre sur des arguments du type de ceux qu'on a employés, mais en tout cas au moins qu'ils comprennent qu'il y a un prix politique à payer, parce que leur base électorale, y compris leur base électorale, n'est pas forcément prête à accepter de manger du bœuf aux hormones, etc. etc. Un État est souverain, donc il peut décider de ne pas respecter une décision d'arbitrage. Et donc ça veut dire que l'État a plus à perdre à ne pas la respecter. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que l'État a à perdre au final. Ensuite, comment fonctionne la procédure? L'arbitrage, est-ce qu'il a un nom du coup, ou c'est juste des arbitres qui sont reconnus au niveau international? Mais dans ces cas-là, je ne vois pas en quoi il se supplée à la loi en fait, d'un État. Parce qu'il y a toujours une Cour suprême qui peut aller derrière l'arbitrage en fait, normalement. Alors, sur le fait de savoir pourquoi l'État peut ne pas respecter. Alors, l'État peut ne pas respecter sa signature, mais il faut savoir que tout le droit international, il est construit sur la réputation et la crédibilité de sa signature. Ça veut dire que si, par exemple, le Pakistan dit « je refuse de signer, de payer les 5,6 milliards », qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, vous avez tous les États qui ont des accords bilatéraux et l'ONU qui a tous les engagements vous allez voir le Pakistan et vous leur demandez mais en fait votre signature elle vaut quoi maintenant? Elle vaut quoi sur tous les autres traités qui vous lient à d'autres États? Donc c'est un coût énorme. Par exemple, quand Trump dit qu'il sort de l'accord de Paris, il dit qu'il sort de l'accord de Paris. Il dit pas qu'il ne va pas respecter l'accord de Paris tout en restant dedans, il dit qu'il en sort. Et donc là c'est complètement différent puisque après vous n'êtes plus tenu par votre signature. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États qui veulent sortir du système flou de l'ISDS, de l'arbitrage investisseur-État, ils sortent de la Convention de Washington qui régit et qui oblige les États qui sont membres de la Convention de Washington, qui est l'une des conventions donc, les plus ratifiées au monde, il y a 170 États qui en sont membres. À ce moment-là, ils sortent de cette Convention de Washington qui dit que l'arbitrage les contraint, et à ce moment-là, c'est bon. Mais sinon, si vous restez dans la Convention de Washington et que vous reconnaissez l'arbitrage,
Si vous dites « Ah, cet arbitrage-là, finalement, je ne vais pas respecter sa sanction », qu'est-ce que ça veut dire de l'autre, du X, Y, Z accord qui vous lie à d'autres États? Donc ça, c'est de la science politique pure, il n'y a rien qui vous y oblige, il n'y a pas d'armée qui va débarquer dans votre pays. Mais c'est de la pression diplomatique, c'est votre parole qui est mise en jeu sur la scène internationale. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que l'arbitrage se supplée aux États et à la souveraineté? C'est parce que de fait, il n'y a pas de Cour suprême au-dessus, il n'y a rien. Je vais vous parler juste d'un tout petit cas pour vous montrer, en fait, il n'y a pas d'appel. C'est ça aussi qu'ils veulent nous changer dans la MIC. La fameuse cour là, qui se négocie à Vienne, c'est de dire oh, avant il n'y avait pas d'appel, c'était scandaleux, maintenant on va donner un droit d'appel, maintenant vous êtes content, franchement, si un jour il y a un juge, il a complètement pété un plomb, on pourra faire un deuxième round. Mais pour vous donner une idée, il y a eu un média qui avait des investissements, je crois que c'était je ne sais plus si c'est République tchèque ou Slovaquie, dans un pays de l'Est, et il y a eu une réforme du code de l'audiovisuel dans ce pays. Ce qui fait que cet investisseur-là a perdu des parts dans l'audiovisuel en République tchèque ou en Slovaquie. Ça tombait bien, c'est un investisseur américain et qui avait une filiale aux Pays-Bas, Paris fiscal, et donc il avait mis son argent, c'est un riche américain, individu, qui avait mis son argent dans une filiale aux Pays-Bas qui investissait dans les médias en République tchèque. Au moment où la République tchèque change son code de l'audiovisuel, ce brave homme, puisque c'était un homme, se dit, il n'y a pas de problème, si j'ai perdu la bataille en République tchèque, il me reste l'arbitrage investisseur-État. J'ai qu'à lancer 2 plaintes. Une première plainte en tant qu'investisseur entreprise des Pays-Bas, et une deuxième plainte en tant qu'investisseur personne physique américaine. Donc je lance 2 procédures d'arbitrage devant 2 cours d'arbitrage différentes. Et ce qui est rigolo, c'est que les 2 cours ont rendu des avis opposés. L'une a dit « passé, il n'y a rien à voir » et l'autre a dit « c'est 300 millions ». Et donc la République tchèque a été obligée de payer 300 millions pour se débarrasser de la poursuite en arbitrage. Et il n'y a pas de mécanisme d'appel, et c'est un mécanisme qui contourne. Après, ça devient très compliqué, mais c'est un mécanisme. Les avocats se basent sur ce qu'on appelle la lex mercatoria. C'est un code juridique. Et après, il y a des juristes qui sourient devant parce que peut-être que je suis en train de faire des erreurs, ou peut-être parce que sinon c'est parce que ça les fait rigoler que je parle en latin. Mais la lex mercatoria, c'est un droit qui est créé de toutes pièces sur la base des accords de commerce et d'investissement, et après par la jurisprudence que ces avocats construisent au fur et à mesure. Et il y a un arrêt de 2016, l'arrêt Urbaser, qui est un arrêt parmi d'autres, dans lequel les arbitres disent « on est vraiment désolé, cette multinationale, elle fait vraiment de la merde en termes de droits humains, mais dans notre lex mercatoria, dans notre code qu'on a nous-mêmes créé au fur et à mesure, il n'y a pas les droits humains. Donc si les droits humains étaient dedans, peut-être qu'on aurait dû dire « passé, il n'y a rien à voir », mais comme on n'a pas nos droits humains dedans, bah pour l'instant, en l'état, on ne peut pas intégrer les enjeux de droits humains dans notre décision. C'est pour ça qu'on a un autre combat qu'on mène, notamment dans le CETA et les accords de commerce, c'est pour que les accords de commerce, quand vous avez 500 pages qui sont contraignantes et que les 10 pages qui parlent des droits humains et de l'environnement, c'est les 10 pages non contraignantes du traité, c'est qu'on a un petit problème. Mais aujourd'hui, on en est là, et donc, vraiment, les arbitres se suppléent aux juridictions nationales. Je crois